Les attaques contre le chiffrement se multiplient, que ce soit pour la lutte contre la pédocriminalité ou contre le terrorisme, mais est-ce que notre vie privée et notre intimité est vraiment en danger et qu'est-ce que le chiffrement au fond? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Bonjour Romain Dignot. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup de venir nous voir dans Métadonnées. Alors tu es chargé des affaires publiques chez Proton. Alors Proton, tu vas nous l'expliquer aussi, mais c'est une entreprise suisse qui est très axée sur la protection des données personnelles avec des services de mail, de VPN, etc. Je voulais t'avoir parce que ça fait quand même quelques mois, et là ça s'intensifie à Bruxelles, qu'on parle d'attaques contre le chiffrement, contre les messageries chiffrées. On dit même que l'Union européenne voudrait aller, entre guillemets, presque mettre fin au chiffrement des messageries pour lutter contre la pédopornographie. Alors déjà, je voudrais qu'on revienne aux fondamentaux. Romain, est-ce que tu peux nous rappeler concrètement ce que c'est que technologiquement le concept de chiffrement? On va parler de chiffrement de bout en bout. Ok, très bien. Alors le chiffrement en général, c'est, on va dire, une technique cryptographique qui est là pour éviter qu'un message, par exemple, soit lu par quelqu'un qui n'a pas à le lire. Donc une manière un petit peu d'emmêler les pinceaux d'une personne qui voudrait intercepter un message. Alors en effet, c'est bien de préciser qu'il y a chiffrement et chiffrement de bout en bout. C'est deux choses qui sont différentes et on s'est rendu compte à Bruxelles que c'est quelque chose qui est très souvent confondu dans la tête des gens. Par exemple, on voit souvent pour les utilisateurs de Gmail, qui n'est pas chiffré de bout en bout, un petit cadenas qui indique votre message est chiffré, votre échange est sécurisé. Alors c'est quoi la différence? Alors la différence, c'est qu'en fait, Google a un protocole de chiffrement, alors qu'on va dire en transit. Donc entre le moment où moi, avec mon téléphone, j'envoie un mail, ce mail, il va passer par les serveurs de Google. D'accord. Cette partie-là, c'est chiffré. Par contre, une fois qu'il arrive sur le serveur de Google, le mail est décrypté et réencrypté. Donc Google connaît le contenu de mon mail. Alors Google dit qu'il ne lit pas le mail. Non, qu'ils lisent pas, mais techniquement ils ont la possibilité. Veulent. Après, je dis pas qu'ils le font, mais enfin, techniquement, ils ont la possibilité. Et d'ailleurs, ils le font dans une certaine mesure pour lutter contre le spam, par exemple, pour lutter contre différents types d'abus. Et ensuite, le message, une fois qu'il est retransmis au destinataire, il est rechiffré, là encore, donc en transit. Chiffrement de bout en bout, comme son nom l'indique, c'est du bout A qui est l'expéditeur du message au bout B qui est le destinataire. Donc si on parle, en fait, tu nous parles de Gmail, donc effectivement, il y a un service. Le fait de ne pas chiffrer de bout en bout, ça se justifie. C'est vrai, parce qu'on est bien content que les emails de spam, ils arrivent dans les spams et pas dans nos mails. Donc c'est pour fournir aussi un service. Exactement. Du coup, forcément, il y a une petite entorse à la vie privée qui est d'avoir un œil, entre guillemets, sur le contenu. Chiffrement de bout en bout, l'appli la plus connue, c'est WhatsApp. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je t'envoie un message sur WhatsApp. Moi, je suis au courant de ce que je t'envoie. Tu es au courant de ce que je t'envoie. Mais Facebook, WhatsApp, n'est pas au courant du contenu du message. Exactement, ils peuvent pas lire le contenu, même quand il arrive, parce que le message est quand même stocké sur les serveurs de l'entreprise, que ce soit Proton, que ce soit Meta, mais l'entreprise n'a pas les clés, en fait, pour déchiffrer ce message. Les clés sont juste en possession de l'expéditeur et du destinataire. Et alors, pourquoi est-ce que ça embête l'Union européenne ? Ça fait quelques années, même pas quelques mois, que ça embête. Pas que l'Union européenne, on va en parler. L'Union européenne, on va en parler, mais là, c'est la grosse actu du moment. Exactement. Donc, en fait, ce dossier dont tu parlais, qui est un dossier pour... alors, le nom de ce projet de règlement, c'est un règlement pour prévenir et combattre les abus sexuels sur les enfants. Bon, on peut pas être contre, bien sûr. Voilà, le but est tout à fait louable et on le soutient. Maintenant, le premier problème qu'il y a déjà, c'est que ça paraît très large comme ça. Mais en fait, l'intégralité du texte se concentre sur les contenus en ligne. Les photos, les messages, les vidéos. Absolument pas sur une lutte contre les violences faites aux enfants hors ligne, entre guillemets. Oui, c'est un prisme technologique. Exactement, technologiquement. En fait, on lutte pas contre la pédopornographie, on lutte contre les échanges de contenu. Exactement, en fait. pour prévenir la diffusion et la rediffusion. Bon, ce qui est a priori louable aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais déjà, on voit qu'il y a une différence dans le cadrage, en fait, entre le titre et ce qui est proposé dans le texte. Et ensuite... Il y a pas mal de problèmes dans ce texte. On va dire que le cœur du souci, c'est ce qu'on appelle les ordres de détection. Donc les opérateurs, les services, comme Proton, mais aussi comme WhatsApp, comme Dropbox, peuvent être amenés, si les autorités estiment qu'elles ne font pas suffisamment bien leur travail de lutte contre les échanges de contenu pédopornographique, peuvent être amenés à recevoir un ordre de détection. Cet ordre de détection suppose qu'un juge ou une autorité administrative peut dire « Vous faites pas assez, maintenant on veut que vous mettiez en place le scan de tous les fichiers que vous avez ».
parce Oh, que... mais comment tu scannes? Alors, oui, on parlait de WhatsApp en matière de chiffrement. Proton, parce que tu me parles de Proton Mail, qui est Exactement. un service de mail chiffré qui est assez utilisé. Dropbox, j'avoue que Dropbox est chiffré aussi par de bout en De bout, par bout en bout, défaut. il me semble pas. Je veux pas dire de D'accord, ah oui, c'est bêtises, ça, mais il me d'accord. semble pas. Donc, donc dans ce cas-là, prenons WhatsApp et Proton, Ouais. Proton Mail, puisque c'est deux services. Bon, toi, vous, c'est du mail et WhatsApp, c'est de la messagerie instantanée, mais enfin, ça change pas grand-chose. Donc, vous recevrez, vous n'avez pas de vue sur les contenus, mais vous devez les analyser. Exactement. Ok, comment on fait? Exactement. C'est exactement le problème. D'accord. En fait, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. On essaie d'expliquer que nous, techniquement, technologiquement, c'est pas de la mauvaise volonté. On peut pas. Mathématiquement, on n'a pas les clés. C'est un protocole mathématique, le chiffrement de bout en bout, qu'on ne peut pas casser à la demande. Comme ça, c'est soit on l'a, soit on la passe. Très noir et blanc, malheureusement. Et ça, c'est-à-dire que quand on veut regarder ce qu'il y a dans une enveloppe, on l'ouvre pas à moitié, quoi. voilà, soit c'est on ça. regarde, C'est ouvert soit ou c'est fermé. Ouais. Et c'est exactement le même principe. Et en fait, beaucoup de politiciens, beaucoup de personnes pensent que c'est juste le fait qu'on veuille protéger la vie privée qui fait qu'on regarde pas. Et à chaque fois, quand on leur en parle, ils nous disent « Oui, mais bon, vous recevez un ordre, vous regardez. » Oui. Non, on peut pas. Et en fait, c'est ce qu'on essaie d'expliquer justement, que on veut bien essayer d'évaluer nos services, le risque qu'ils peuvent poser pour les enfants, par exemple, des risques de diffusion des contenus. Tout ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si on nous demande de détecter un contenu précis sur nos services, c'est quelque chose qu'on est incapable de faire. Alors, il y a quand même un truc, et alors je t'avoue, en toute transparence, que ça m'a été soufflé par la Commission européenne, parce que j'ai échangé avec eux sur ce sujet-là. Ouais. Et eux, leur argument, c'est de me dire, on peut aussi analyser sur le mobile, c'est-à-dire en local. Ouais. Et ils m'ont donné un exemple. Bon, c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Sur WhatsApp, par exemple, il y a ce qu'on appelle une analyse des liens dangereux. En fait, sur WhatsApp, si tu as un lien d'un site d'arnaque ou d'un site illégal, si tu l'envoies, en fait, WhatsApp va sur ton téléphone analyser ce lien, le comparer et savoir si ça correspond à une base de données de sites frauduleux. Et si tu l'envoies après dans le message, sachant que ça ne casse pas le chiffrement, WhatsApp intègre simplement une petite alerte en disant attention, ce site est dangereux. Alors eux, voilà, c'est leur argument. Moi, je le trouve pas inintéressant. Est-ce que pour toi, c'est recevable? Alors c'est recevable, en fait ça c'est tout un débat qu'il y a eu à Bruxelles sur ce qu'on appelle le client-side scanning, donc on va dire le scan sur l'appareil de l'utilisateur. En fait, avant d'encapsuler le message. Donc on ça. scanne avant pour qu'une fois que le message est encapsulé, il soit bien encapsulé. Exactement, un scan, par exemple, sur l'utilisation de Facebook. Facebook, quand on poste une image dessus, va scanner cette image. Ce scan, il a lieu sur les serveurs de Facebook. Oui, parce que c'est pas chiffré. Là, tu me parles de Facebook ou de Messenger, c'est pas chiffré. Hein. C'est ça, voilà, exactement. Par contre, en effet, il y a eu cette question où nous, on disait, on peut pas briser le protocole de chiffrement de bout en bout, c'est pas possible. Et donc, ce que nous a indiqué la Commission, exactement ça, c'est-à-dire, mais là, vous n'avez pas à briser le protocole, vu que le scan a lieu juste avant. Donc ça le voudrait message dire, soit chiffré. Mettons, j'ai un contenu pédopornographique, une photo pédopornographique que je m'apprête à envoyer sur WhatsApp ou par Proton Mail. Ce que dit la Commission, c'est on met en place un petit outil qui va analyser la photo avant que vous la mettiez dans le message. Exactement. Voilà. Et en fait, nous, ça, on pense que c'est très dangereux, sinon plus, en fait, que de briser le chiffrement. Ah, pourquoi ? On estime déjà que ça brise pas le chiffrement, c'est vrai, d'un point de vue strict. Par contre, ça brise la confiance. Ça brise le fait que cet échange était censé être privé. Il l'est plus, il est scanné, dans tous les cas. Et pour faire une petite analogie avec le courrier, là où des censeurs, avant, quand on envoyait une lettre par la poste, ils attendaient que la lettre arrive au bureau de poste, l'ouvrent, la lisent, ce que fait, donc dans ce cas, Facebook, par exemple, quand ça arrive sur leur serveur. Là, c'est comme si le censeur, en fait, il arrivait derrière toi, quand tu es en train d'écrire ta lettre chez toi, il rentre dans ta maison, il arrive, il regarde, tu mets la lettre dans l'enveloppe. Alors oui, bien sûr, on n'a pas touché à l'enveloppe. Mais par contre, il a regardé. Et ce que peut faire aussi ce censeur maintenant qu'il est chez toi, c'est regarder ce qui se passe dans la cuisine, regarder ce qui se passe dans le salon. En fait, tout le problème de cette technologie, c'est que ça va impliquer que soit au niveau du système d'exploitation, soit au niveau de l'application, il va falloir installer sur l'appareil de chacun des utilisateurs du service une base de données de ces contenus, pédopornographie en l'occurrence. Potentiellement aussi un logiciel. L'idée, c'est de comparer la photo à ce qui existe. En fait, il faut une base de données de photos, alors avec des codes numériques, c'est pas toutes les photos qui seraient chargées, c'est une sorte d'empreinte digitale de la photo. C'est ça. Donc, on aurait en local sur notre téléphone cette base de données qui pèserait pas non plus très lourd, mais voilà, qui permettrait de comparer une photo.
et de savoir si ça correspond, si ça match ou pas. Donc c'est-à-dire qu'aussi que si c'est une photo qui n'existe pas dans la base de données, c'est plus compliqué. Alors ça, c'est un autre problème, c'est que ce projet de règlement européen prévoit 3 catégories de contenus qui peuvent être scannés, qui peuvent être l'objet d'un ordre de détection. Les contenus connus, en effet, qu'on a déjà répertoriés, qu'on a mis dans une base de données. Donc une photo qui s'est déjà échangée en ligne, par exemple. Exactement. Par contre, beaucoup plus compliqué, les opérateurs peuvent être aussi amenés à détecter des contenus nouveaux, qui n'ont jamais été détectés. Donc là, il faut de l'IA. Alors, Il faut de il y a l'intelligence artificielle. des Enfin, logiciels, exactement, Ouais. mais qui sont extrêmement imprécis, encore. Et quand on pense aux milliards de fichiers, de messages qui sont échangés par jour, disons 10% de taux d'échec, ça fait déjà plusieurs dizaines Oui, je crois de qu'il millions. parle d'une technologie. Enfin, il y a une étude d'impact, je crois, de la Oui. Commission européenne. Il compare avec un outil de Microsoft, il me semble. Oui. Et je crois qu'il parle de 80% de réussite, mais ça veut dire oui, enfin 20% d'échec, ou même c'est 10%. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire parce qu'en fait, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que l'idée de ce texte-là, c'est que si on a une alerte, c'est-à-dire attention, il y a une photo pédopornographique, il se passe quoi en fait? Vous devez faire quoi? Alors, une des mesures qui sont mises en place, en tout cas dans le brouillon, dans ce qui a été sorti par la Commission, c'est de dire, vous inquiétez pas, on n'envoie pas ça à la police directement. On envoie ça à un centre européen qui est rattaché à Europol, quand même. Ouais, donc on n'est pas Voilà. loin de la police quand même. On n'en est pas très Ouais. loin, ce sera littéralement dans les Ouais. mêmes bâtiments. Hein, Oui, donc, donc, bon, voilà, c'est une porte avec un autre panneau. Et ce centre-là est chargé de faire le tri entre les faux positifs qui peuvent être reçus et seules les images ou les fichiers qui sont confirmés comme étant vraiment du contenu pédopornographique, là sont Enfin, envoyés il faut du aux monde, parce que autorités. s'il y a 10% de faux positifs, typiquement, je sais pas, je prends un bébé, mon fils, ma petite fille en maillot de bain à la plage, Exactement. le logiciel se plante, il dit ah mon Dieu, il y a un enfant qui voilà, c'est potentiellement une image pédopornographique, c'est envoyé donc à cette autorité. Enfin, ça veut dire que déjà il y a des gens qui vont voir mais potentiellement les photos de vacances quoi. Enfin, Voilà, je veux dire la photo est envoyée quoi. Exactement. D'accord. Exactement. Et ça, le fait que ce que propose la commission de scanner en amont du chiffrement, ça n'y change absolument rien. Ouais. Dans tous les cas, il y aura ce scan et il y aura cette alerte qui sera envoyée à un centre chargé d'analyser ces photos. Et alors, moi, d'après ce que j'ai compris, ça c'était une version du texte qui circulait jusqu'à cet été. Voilà, c'était Qui- ce qui a été sorti par la commission. Voilà, en fait, et ce ouais. qui était, alors franchement, ça a été critiqué très largement. On n'en a pas énormément parlé, mais dans les milieux un peu introduits, on en parlait beaucoup. Ça a un peu évolué quand même au cours des derniers jours, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein. Voilà, donc en fait, au niveau européen, ce qui se passe une fois que la Commission sort ce brouillon, on va Ouais. dire, il y a deux institutions, le Parlement européen et le Conseil, donc qui est là le groupement des États membres, dont la France fait partie bien sûr, qui chacun sont chargés de se mettre d'accord sur une position, chacun de leur côté. Ensuite, une fois que ces deux organisations ont leur position, ils se réunissent et doivent trouver un compromis, qui sera le texte final. Donc là, les gros développements qu'il y a eu ces derniers jours, c'est au niveau du Parlement européen. Les négociateurs sont très très proches d'arriver à une position, il devrait y avoir un vote mardi au Parlement D'accord. européen. Oui, alors je précise qu'on enregistre cette émission. Pardon, Voilà, Oui. on est le 10 novembre, et donc il y a le un vote aura lieu le 14. Exactement. Normalement, 14 au matin. Donc les différents négociateurs des différents groupes politiques se sont mis d'accord sur des compromis, en fait, qui amendent très lourdement le Alors texte de justement, la Commission. qu'est-ce qui change? Est-ce que ce dont on vient de parler, ça risque de rester? Ça, pour le moment, c'est enlevé? Pour le moment, on va dire que les compromis qui ont été faits sont pas rendus publics, donc on n'a pas eu visibilité sur l'intégralité des mesures. Par contre, ce qu'on a vu est très rassurant. Donc, ces ordres de détection dont je parlais, par exemple, arriveraient vraiment en dernier recours. C'est quelque chose qui serait une sorte d'exception. Ce serait pas quelque chose qu'un juge pourrait décider comme ça, sur base juste d'une intention Oui, ou d'une idée. c'est ça ma question aussi, c'est qui décide cet ordre? Qui décide de demander à Proton ou à WhatsApp d'aller détecter? Alors Qui a justement, l'autorité pour ça? dans la version du Parlement européen, ce serait limité aux juges. Dans la version de la Commission, c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est, il me semble, aussi une autorité administrative qui peut prendre cette D'accord. décision. Mais si demain, un juge dans la nouvelle version demande à Proton d'aller chercher des photos, Alors- on change de système, enfin, je veux dire, on demande de façon systématique d'aller chercher les photos pédopornographiques. Alors, sauf que dans la version du Parlement européen, il y a des grosses protections qui étaient mises en place pour le chiffrement de bout en bout. D'accord. Donc, les opérateurs qui ont des services de chiffrement de bout en bout, en théorie, dans ce qu'on a compris, ne devraient pas être en mesure de recevoir un ordre de détection. D'accord, donc pour Déjà. le moment, après ça peut revenir, ça peut... Alors le problème, c'est par que la ça... suite. Donc déjà, il faut que le vote se passe bien Oui. le 14 novembre, premièrement, mais
a priori, ça devrait aller. Par contre, ensuite, Donc ce sont les notre émission ne sera pas trop caduque. Voilà, espérons. C'est ça. espérons, Mais sinon- par contre, oui, à plus long terme. En fait, le problème, c'est que les États membres de l'Union européenne, eux, ont encore pas mal de discussions à mener. Il y a de gros désaccords, en fait. Il y a deux camps opposés. Un camp qui est très en faveur de la protection de la vie privée, mené par l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, qui vraiment s'oppose et se rapproche beaucoup de la position du Parlement européen aujourd'hui. Et un camp mené par l'Espagne, qui assume aussi la présidence tournante de l'Union européenne, Ah oui, et donc la présidence des débats, qui, lui, est beaucoup plus dans le côté maintien de l'ordre, entre guillemets, et pour qui la vie privée, oui, bien sûr, c'est quelque chose d'important à prendre en compte, mais la vie des enfants est en jeu, si je schématise. La France, on est où là-dedans? C'est compliqué aussi, parce que la France... Bon, c'est un secret pour personne que niveau récolte de données, niveau base de données sur les citoyens, toujours la main un petit peu lourde. On va en parler après d'ailleurs avec ce qu'a dit Ouais. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Mais par contre, ce qu'il y a aussi, c'est que la France comprend les implications que ça a de briser le chiffrement. En matière de cybersécurité, de sécurité des échanges, la NSSI, l'Agence française pour la sécurité des réseaux, est très claire là-dessus. Oui, puis c'est nous qui avons inventé la CNIL aussi quand même. En plus. Enfin, le concept En de plus. la CNIL, mais le C'est ça. concept de CNIL. Donc on a quand même une histoire. On a ses protecteurs aussi quand même. Et en fait, ça c'est une problématique qu'on trouve en France, mais qu'on trouve dans beaucoup d'autres États européens aussi. Tout dépend dans les négociations sur ce règlement qui est à la tête des négociations. Si c'est le ministère de l'Intérieur, on va tout de suite avoir un État qui est beaucoup plus maintien de l'ordre. Si par contre on est sur le ministère de l'économie, du numérique, de la justice, on a vraiment un angle qui est complètement Donc ça différent. dépend qui va être envoyé ensuite aux négociations. Donc là, il y a le vote C'est au ça. Parlement européen ce 14 novembre. Exactement. Et après, là, on part sur plusieurs mois, hein, on imagine, pour le vote, l'adoption finale. Alors l'adoption finale, d'autant plus qu'il y a les élections européennes Oui, qui ont lieu en juin. Oui. Donc même si par miracle, parce que c'est loin d'être gagné, les États membres arrivent à trouver un accord sur leur propre position avant la fin de l'année, le Parlement européen va être vraiment en campagne en fait pour sa réélection. Donc il y a très peu de chances qu'ils arrivent, à moins que leur position soit extrêmement proche, ce dont on doute, d'atteindre... Donc ce débat, il va en fait perdurer pendant un petit moment, et d'autant plus, et c'est là où je voulais en parler, que ce débat sur le chiffrement, on en parle parce que c'est l'Union européenne. Il y a le Royaume-Uni aussi, qui a voulu adopter une loi, alors je ne sais pas exactement où ça en est au Royaume-Uni, qui est une loi qui ressemble beaucoup à ça d'ailleurs en fait. Oui, c'est... Alors pour le Royaume-Uni, c'est un texte dont le but était de lutter plus efficacement contre les contenus illégaux. Le général. Voilà, c'est ça. Alors, le Royaume-Uni n'étant plus dans l'Union européenne, ils n'ont forcément pas adopté le Digital Services Act, qui a été passé au niveau européen, qui fait ça aussi. Et donc ce texte-là est très long. C'est plusieurs centaines de pages, il me semble, cette loi. Elle a été adoptée et validée par décret royal il y a quelques jours maintenant, il me semble. Et il y a une disposition dans ce texte qui, en effet, nous inquiète beaucoup. Au niveau du chiffrement, on n'est pas les seuls. Hein. WhatsApp, Apple sont aussi très inquiets. Oui, on a parlé de WhatsApp, de Proton, mais iMessage. iMessage aussi est chiffré de bout en bout, donc Apple aussi est concerné. Voilà, et Apple a poussé aussi le chiffrement de bout en bout de plus en plus. D'ailleurs, petit aparté là-dessus, on parlait de client-side scanning tout à l'heure. Oui, l'analyse sur le smartphone. C'est ça, et c'est ce que voulait mettre en place Apple il y a quelques années. Il y avait eu cette grande annonce d'Apple qui finalement a tout abandonné il y a quelques mois. Ouais. C'était pas sur iCloud d'ailleurs, non? C'est ça. Ah oui, sur iCloud. C'était sur iCloud. Scanner sur iCloud. Voilà. C'est ça, tout ce qui était mis sur iCloud. Donc procéder à un scan de ce qui allait être. Finalement, ils ont renoncé parce ça a provoqué énormément de. Et puis ils se sont rendus compte eux-mêmes que techniquement, ils pouvaient pas maintenir une vraie sécurité des échanges et faire coexister ça. Donc au Royaume-Uni aussi, il y a un projet de loi, enfin il y a une loi qui va remettre en cause le chiffrement. Alors en fait, le problème c'est que c'est pas très clair. Ça ouvre la porte. En fait, ce que ça indique, c'est que Ofcom, qui est l'agence de régulation britannique des télécommunications, a la possibilité de demander aux services de mettre en place certaines technologies pour lutter. Il me semble que c'est là aussi contre les contenus pédopornographiques. Et ça s'arrête là. Mais il n'y a pas du tout de distinction faite. Est-ce que le service est chiffré de bout en bout ou pas? Quelles sont les limites? Est-ce que ça sera une porte dérobée ou non? Ce qui nous rassure dans un sens, c'est qu'Ofcom, c'est une très bonne agence qui a énormément d'experts en son sein, qui est tout à fait consciente de ce qui est faisable ou pas technologiquement. Et ils ont commencé à sortir une forme de consultation il y a quelques jours
qui nous rassure, qui a D'accord. priori indique que les services chiffrés de bout en bout n'auraient pas les mêmes obligations que d'autres. Alors, Mais c'est une porte ouais. ouverte. On va revenir justement en parlant de porte ouverte. On va parler de porte dérobée, puisque j'ai dit ce mot-là, mais on va l'expliquer. En fait, Ouais. une porte dérobée, quand un service est chiffré, enfin, d'ailleurs, je te laisse l'expliquer, tu le feras mieux que moi. Ouais, alors donc du coup, la porte dérobée, en fait, c'est cette idée un petit peu magique, on va pas se mentir, parce qu'en pratique ça marche pas vraiment, que on pourrait mettre en place dans un protocole de chiffrement de bout en bout une sorte de porte qui ne permette qu'aux gentils d'entrer, donc à savoir les forces de l'ordre, mais qui dans tous les cas resterait fermée C'est aux hackers. c'est une forme de faille logicielle volontaire, quoi. Exactement, C'est-à-dire, c'est on ça. crée une faille qui permet de déchiffrer, mais on donne une clé, mais seulement aux sympas. Voilà, c'est ça, une vulnérabilité. Sauf que c'est bien connu hein, dans tous ces protocoles, Oui, un protocole est aussi fort que son point le plus faible. Et si on met en place une faille béante, ça renforcera Ça reste pas jamais la très sécurité. longtemps entre les mains des gentils, quoi. Bien sûr, parce que ce sera exploité, que ce soit pour des gains financiers par certains acteurs, à des fins d'ingérence aussi, par des puissances étrangères. Déjà parce que c'est les tout à fait gentils peuvent possible. changer. Bien sûr. C'est-à-dire les Exactement. gouvernements peuvent changer. Ouais. Et puis, la clé peut être aussi elle-même dérobée C'est ça, et donnée à des acteurs tiers, étrangers, etc. exactement. Mais non, on parle de porte dérobée parce que c'est le terme qui a été utilisé. On a parlé de l'Union européenne, donc de la France aussi, du Royaume-Uni, mais là, vraiment, en France, Ouais. il y a le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Notamment, on parle de l'attentat d'Arras. Donc là, on part dans le terrorisme, Oui. qui a expliqué qu'il était favorable à ce que, à contraindre WhatsApp, iMessage, à avoir des portes dérobées. Tout à fait. Bon, c'est pas le premier. Hein. C'est Ils un ont tous débat essayé qui a- avant lui, hein, je crois. Exactement. Bernard Ouais. Cazeneuve, il me semble, en Ouais. 2016. Ce sont toujours ces grandes déclarations Ouais. jusqu'à ce que les ministres se retournent vers leur service qui leur explique que c'est Oui, ni souhaitable, ni Est-ce que c'est une possible en inquiétude, général. ça? Tu sens que ça bouge parce que toi, tu es quand même à Bruxelles, donc tu es quand même bien informé sur ce genre de négociations. En plus, imposer des choses à Apple et WhatsApp, en fait, au niveau français, c'est pas possible, ça se fait au niveau européen, donc je pense que tu es quand même bien informé de ce qui se passe. Est-ce que tu sens que ça frétille aussi à ce niveau-là ou non? On dit non, les portes dérobées, c'est pas possible. Honnêtement, c'est jamais rassurant. C'est jamais quelque chose qui nous rassure, parce que ça réémerge régulièrement dans le débat public et on sait qu'il y a un vrai risque que finalement ça nous amène à casser le Ouais. chiffrement complètement. Parce que vraiment, encore une fois, il n'y a pas de demi-mesure. Donc si on doit installer une porte dérobée, en fait, ça veut dire qu'on abandonne notre protocole de chiffrement de bout en bout. Mais tout juste, simplement. vous êtes chez Proton, je rappelle, vous êtes basé en Suisse, donc vous Oui. n'êtes pas dans l'Union européenne. Donc toutes ces histoires d'ailleurs de portes dérobées, de règlements sur Ouais. les mesures vous obligeant à détecter les contenus pédopornographiques, ça vous concerne ça parce que vous êtes en Suisse, donc vous n'êtes pas dans l'Union européenne? On est en Suisse, mais on fait malgré tout partie d'accords. Alors des accords qui sont en train d'être renégociés entre la D'accord. Suisse et l'Union européenne. Ça a été bloqué pendant quelques temps, mais les négociations sont relancées. Donc on ne sait pas exactement quelle forme cette coopération prendra. Par D'accord. contre, il y a une coopération qui n'est pas liée à l'Union européenne, une coopération internationale. Ce qui se passe, c'est que Oui, c'est si- des accords qui datent d'il y a quelques années, où il y a la Suisse notamment. Voilà. J'ai un trou de mémoire sur le nom de ces accords. Alors oui, je ne Mais veux pas dire de il y en a bêtises. il y en a plusieurs, mais la Suisse est dans des accords De coopération, coopération. policière, judiciaire, Oui, internationale. Et donc en fait, ce qui se passe si une requête est adressée à Proton, par exemple, un juge belge qui veut savoir quelque chose sur un utilisateur de Proton, cette requête est envoyée à la Suisse. Elle n'est jamais envoyée à Proton directement. Nous, on Ça la passe reçoit par pas. les autorités suisses. Exactement. Qui donc contrôlent cette requête, qui ont tendance à être assez conservatrices du fait, par exemple, que si elles reçoivent une requête russe, une requête chinoise, il y a très 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 peu de chances qu'elles passent le filtre des autorités suisses. Il y a vraiment des vérifications au niveau des droits de l'homme Par aussi. contre, il y a une requête qui est venue de la France il n'y a pas si longtemps. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant, parce que bon, autant sur le chiffrement, bon là, vous n'avez pas les données, donc à un moment, on va pas Exactement. inventer les données qu'on n'a pas. Mais vous faites aussi du VPN. Et Oui. on a beaucoup parlé. Alors, c'était même pas du VPN, c'était sur les adresses Proton Mail. Oui. Alors, en fait, oui, les messages sont chiffrés, mais il y a des métadonnées. Oui. C'est-à-dire, vous savez quand même qui envoie. Vous n'avez pas l'accès sur le contenu, mais comme WhatsApp ça. et comme Apple, hein, tout le monde, Ouais. vous ne connaissez pas le contenu du message. Par contre, vous savez qui a envoyé ce message, à quelle heure, à partir potentiellement de telle adresse IP, etc. Et récemment, on a parlé de Proton indirectement, puisqu'il y a eu des alertes à la bombe anonymes, entre guillemets, donc pas très anonymes, notamment dans les aéroports. Il y avait le ministre Clément Beaune qui a dit bon, ça vient de Suisse. Alors, on a tout de suite pensé à Proton. Puis après, moi, j'avoue que j'ai eu confirmation par d'autres biais que c'était une adresse Proton. Ça, c'est le type de cas où vous allez coopérer, j'imagine. Vous avez coopéré, j'imagine.
Dans tous les cas, nous, on coopère à partir du moment où on reçoit une requête valide des autorités suisses. D'accord, donc là, la France a dit il y a eu des alertes à la bombe, ça vient de Proton, un mail Proton. Bon, on a le contenu du mail puisqu'on est destinataire. Maintenant, donnez-nous le nom de l'auteur de ce mail. Donc on demande à la Suisse demande à Proton, et Proton dit ok, là on va regarder parce que c'est une alerte à la bombe, une fausse alerte à la bombe. Et dans ces cas-là, on répond en effet avec les informations qu'on a. Donc, bon, dans ce cas-là, le contenu du message ne s'applique pas parce qu'on le connaît, qu'il a été envoyé à quelqu'un, c'est pas quelque chose. Mais en effet, on a certaines données autour du message, comme quand on envoie une lettre par la poste, sur l'enveloppe, il y a l'adresse, il y a le cachet de la poste, on sait d'où ça a été envoyé. Nous, c'est pareil, c'est les données dont on a besoin pour procéder aux services en fait, qui sont du coup des données différentes entre mail, VPN, Drive. On n'a pas du tout le même set de données. Le VPN, par exemple, on ne retient absolument aucune donnée. Étant donné le côté extrêmement sensible du VPN, qui redirige tout le trafic Internet par nos serveurs, si on le voulait, on pourrait ouvrir et regarder. Et donc ça, c'est une question de confiance, et c'est pour ça qu'on fait en sorte vous connaissez le mail du client, parce qu'on vous paye. Dans le cas du mail, exactement. Dans le cas du mail, on a mais même pour le sur VPN, non, si on paye un VPN à Proton, on donne son mail, sa facturation, non on n'a pas de log sur le VPN. D'accord. Sur le VPN, on n'a pas de log. Mais par contre, les mails, c'est vrai que voilà, s'il y a une demande, donc c'est ça. Finalement, parfois, il n'y a pas besoin de casser le chiffrement. On peut retrouver aussi des coupables en regardant les bonnes données au bon moment. Et c'est pour ça qu'en fait, ce débat sur casser le chiffrement, sur les portes dérobées, c'est pas parce qu'on est chiffré de bout en bout qu'on ne coopère pas, qu'on refuse de coopérer, qu'on ne fait rien. On coopère dans les limites de la loi et on apporte toujours certaines pièces d'information, en fait, pour aider à la construction d'un cas judiciaire. Alors oui, on n'apportera jamais l'échange magique par mail qui permettrait aux forces de police de résoudre un cas, forcément. Par contre, voilà, on coopère avec les données qu'on a tant que la requête est valide et qu'elle passe par les autorités suisses. On n'accepte aucune requête qui nous est envoyée par mail directement, et on en reçoit beaucoup. J'imagine. Merci beaucoup Romain Dignot. Donc tu es chargé d'affaires publiques chez Proton. Proton, cette boîte suisse qui propose effectivement du mail et des services pour protéger sa vie privée en ligne. C'est très intéressant de faire un point sur le chiffrement et sur ces volontés de régulation de l'Union européenne, mais aussi un peu de nos politiques, et de voir un petit peu où on en est à ce sujet-là. Merci beaucoup Romain. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans Métadonnées. Cet épisode, comme tous les autres épisodes de Métadonnées, vous pouvez les retrouver sur le site de Tech & Co ou bfmtv.com/tech. Vous pouvez évidemment le retrouver aussi sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très vite.